Et avec Léa Salamé pour analyser et débattre de l'initiative franco-allemande annoncée avant-hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron, nous recevons ce matin 2 eurodéputés. L'un est membre du groupe Renaissance, élu sur la liste LREM, voix bien connue des auditeurs d'Inter. L'autre est membre, vice-présidente du groupe Gauche Unitaire Européenne au Parlement européen. Elle était la tête de liste, la France Insoumise, aux élections européennes. Vos questions et réactions dans une dizaine de minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Manon Aubry, Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Et merci à tous deux d'être au micro d'Inter ce matin. Cette initiative franco-allemande est technique. On parle de chiffres, de lignes budgétaires, de clés de répartition. On repassera pour le lyrisme et le romantisme. Mais c'est un fait important. La France et l'Allemagne se sont entendus lundi pour proposer, c'est une première, un plan de relance de 500 milliards d'euros qui, s'il voit le jour sous cette forme, sera destiné aux 27 États membres pour réparer les dégâts monstrueux de la crise économique. Première question à vous, Bernard Guetta. Comment situez-vous ce plan dans l'histoire européenne? Est-ce un électrochoc dans une Europe moribonde ou une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir? Moi, je dirais que ça peut être le début d'un troisième acte, d'une troisième étape, aussi importante que le marché commun institué par le traité de Rome il y a au tout début des communautés européennes, aussi importante que la monnaie unique. Et cette troisième étape, c'est l'union politique, dans la mesure où nous commençons aujourd'hui à envisager, même plus qu'envisager, des politiques industrielles communes, des investissements communs, une défense commune, une affirmation commune de l'Union européenne sur la scène internationale. Je vous rappelle que bien avant l'annonce de cette proposition franco-allemande d'un plan de 500 milliards, il y a eu ces mots extraordinairement important de la nouvelle présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui parlait d'une commission géopolitique, c'est-à-dire d'une commission qui tienne compte du retrait américain du monde, de la volonté des États-Unis de combattre l'Union européenne comme un concurrent économique et de la combattre férocement, de la volonté à l'Est de la Russie d'essayer d'avancer, de réavancer ses pions pour la reconstitution des frontières de l'ancien empire russe, je dis même pas de l'Union soviétique, de l'ancien empire russe, et puis évidemment de la volonté de la Chine de s'affirmer en première puissance économique, industrielle, militaire et politique. Eh bien, face à tous ces défis, et je ne parle même pas des chaos de la rive sud de la Méditerranée, eh bien, face à tous ces défis, nous devons, nous les Européens, nous affirmer. Cela passe par la solidarité à l'intérieur et la souveraineté sur la scène internationale. Manon Aubry, vous venez d'entendre les mots de Bernard Guetta. Ce ne sont pas du tout ceux employés par Jean-Luc Mélenchon hier, qui a tweeté, je le cite, « Humiliante séance Macron-Merkel où la France fait le porte-serviette de l'Allemagne, ambiance de condominium excluant les autres pays, plan de relance rikiki, mesquinerie de Merkel, refus de l'annulation de la dette, un naufrage dangereux ». Manon Aubry, vous êtes sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, parce qu'il faut savoir d'abord de quoi nous parlons. Ce plan franco-allemand a été annoncé de manière tonitruante comme le grand plan de sauvetage de l'Europe et de l'Union européenne. Et honnêtement, on aimerait tous y croire. On n'est pas ici des oiseaux de mauvais augure pour souhaiter le malheur général dans l'Union européenne. Mais d'abord, ce fonds, il est insuffisant de par son montant. 540 milliards d'euros, c'est 4 fois moins que ce que nous avons voté, Bernard Guetta et moi d'ailleurs, au Parlement européen. La semaine dernière, c'est à peu près 3% du PIB européen, alors qu'on estime que la crise pourrait coûter jusqu'à 12% du PIB. Et puis ensuite, ce fonds, concrètement, il faut comprendre comment il fonctionne. Vous avez dit c'est technique, mais en même temps, c'est essentiel de comprendre son fonctionnement et son mécanisme, parce que la Commission européenne va emprunter de l'argent sur les marchés financiers, qu'elle va ensuite prêter aux régions, et cet argent devra être remboursé
par les États membres. Et c'est en cela que ça pose, à mon sens, et là-dessus on est pleinement d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais on n'est pas les seuls à pointer ces failles de ce fonds de relance. Ça pose, à mon sens, 3 problèmes. Le premier, c'est un contrôle démocratique. En gros, on délègue à la Commission européenne le soin de la relance dans un cadre démocratique flou, sans savoir comment les critères, par exemple, exacts vont être définis. Deuxième problème, on attache des conditionnalités. Puisque pour ce fonds de relance, les États devront respecter, je cite, des politiques économiques saines. Mais honnêtement, les politiques économiques saines de la Commission européenne, on les connaît, c'est les mêmes réformes d'austérité budgétaire qui ont été prônées par la Commission européenne depuis des années. On va demander aux soignants de dire adieu à leur hausse de salaire. Et troisième problème, à la fin, c'est de l'argent que devront rembourser les États membres, donc de la dette qui va s'ajouter à une dette qui est déjà insurmontable, et à la fin, c'est nous tous qui paierons la facture. On nous condamnera à nous serrer la ceinture, et c'est d'ailleurs les discours que l'on entend de la part de la droite et du patronat. Il faudra travailler plus, il faudra faire des économies, d'où, à mon sens, 3 dangers majeurs dans le fonds de relance, même si, évidemment, on aimerait tous y croire. Merci Manon Aubry. Bernard Guetta, vous entendez Manon Aubry, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à leur sévérité, là où la plupart, quand même, de ceux qui connaissent bien l'Europe disent que ça a été une avancée, presque une résurrection, quoi, ce qui s'est passé il y a 2 jours. Écoutez, le journal Le Monde a employé il y a 2 jours ou 3 jours le mot de révolution, et je le reprendrai volontiers à mon compte, parce que je n'ai pas la même lecture que Manon Aubry de ce texte, notamment les modalités de remboursement. La Commission européenne va emprunter 500 milliards sur les marchés. Ce ne sont pas les États qui rembourseront, c'est l'Union européenne par le biais de la Commission. Alors évidemment, l'Union européenne, elle est financée par qui? Elle est financée par les États membres. Mais dans la mesure où ces 500 milliards seront intégrés au budget européen pour ses modalités de fonctionnement, eh bien, il est évident que ces sommes seront remboursées par les États avec la clé de répartition qui est celle du budget européen et qui tient compte de la démographie, de la puissance économique, etc., de chacun des États. Et donc, il ne s'agira pas de dire à l'Italie, à l'Espagne ou à tel ou tel autre pays: vous avez touché telle et telle somme d'argent, vous devez rembourser telle et telle somme d'argent. Non, on devra rembourser en fonction de la clé de fonctionnement du budget européen. Premier point. Deuxième point, on peut parfaitement imaginer, c'est souhaitable, et je sais que Manon Aubry le souhaite aussi, que les ressources propres de l'Union européenne se développent dans les années à venir. Ces sommes ne vont pas avoir à être remboursées dans les 2 ans, elles vont avoir à être remboursées au maximum dans les 10 ans à venir, et je pense beaucoup plus tard que cela. La configuration économique au sein de l'Union européenne aura beaucoup évolué, et donc non, il ne s'agit pas de remboursement au prorata de ce qu'ont reçu les États. Il s'agit véritablement de la construction d'une solidarité européenne, et c'est fondamental. Alors, est-ce que le plus dur ne commence pas maintenant? L'Autriche, Manon Aubry, a fait savoir que sa position n'avait pas changé. Oui à des prêts aux États en difficulté, non à de la dette commune. Le Premier ministre autrichien dit que les Pays-Bas, le Danemark, la Suède sont sur la même ligne. Pensez-vous que les 25 États membres vont suivre et valider le plan franco-allemand? On voit toute la difficulté du fonctionnement actuel de l'Union européenne et de son fonctionnement à l'unanimité. Clairement, on réveille les États radins, entre guillemets, qui ont déjà fait savoir qu'ils n'en voudraient pas, qui vont probablement à la fois diminuer le montant total et augmenter les conditionnalités. Mais je me permets de répondre quand même à Bernard Guetta sur le fait de devoir rembourser. Vous l'avez dit, les États devront rembourser à hauteur et en fonction de leur contribution au budget européen. La France, l'Italie sont parmi les premiers contributeurs, donc vont devoir contribuer. On a l'Italie endettée à 135% de son PIB, la France qui va approcher les 115% de son PIB. Et donc c'est des difficultés supplémentaires qui vont être ajoutées à ces États, qui même, si vous avez raison tout à fait, que la France, l'Italie vont probablement recevoir plus que ce qu'elles vont contribuer, c'est aussi le fonctionnement du budget européen, mais ça reste une dette supplémentaire qui sera honnêtement irremboursable, qu'on m'explique comment on va la rembourser, et c'est pour ça que nous, on défend une annulation.
partielle de la dette, c'est-à-dire de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, qui pour la France, par exemple, en détient 20%, parce que les prêts contractés dans le cadre de la crise sont des prêts faits en urgence. C'est de la mauvaise dette, entre guillemets, parce que on n'avait pas d'autre choix et ça n'a pas créé d'investissement. Et c'est possible, d'ailleurs, ça a été fait dans l'histoire au moment de crise. On peut penser évidemment, je sais que vous êtes friand d'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne de l'Ouest en 1953, l'annulation de la dette qui a d'ailleurs potentiellement, je pense, profiter à la situation économique très favorable que connaît l'Allemagne aujourd'hui. En tout cas, elle n'en serait certainement pas dans cette situation. Je pense que c'est des pistes qui ont été trop vite écartées, alors que la politique monétaire, la Banque Centrale Européenne devraient être des outils au service de l'intérêt général. On est une des seules zones au monde où on ne met pas à profit cette politique monétaire qui paraît sans doute abstraite pour les gens, mais qui est une façon de répondre à la crise économique sans nous demander davantage d'efforts. Alors, il y a la dette, il y a la question de la dette, la question de la monnaie, si j'ose dire, les questions monétaires, mais il y a aussi les questions politiques. Bernard Guetta, vous disiez que ce plan, que cette initiative était un premier pas vers une Europe plus politique, vers une politique industrielle européenne. Le 12 mars dernier, Emmanuel Macron disait que déléguer notre alimentation, notre protection, notre santé a été une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, take back control, comme disaient les Frexiteurs. Mais on en est très loin, quand on voit que les ministres de l'industrie des 27 se sont réunis vendredi dernier, qui n'ont absolument pas remis en cause le libre-échange, qui n'ont même pas inscrit à l'ordre du jour la possibilité de relocaliser en Europe les industries qui sont parties. N'êtes-vous pas un peu trop optimiste sur ces questions-là, Bernard Guetta ? Écoutez, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit de voir l'ampleur des changements introduits dans le vocabulaire et d'ores et déjà l'action de l'Union européenne. Mais n'oublions jamais que les grandes évolutions politiques, ça commence par des changements ou des évolutions de vocabulaire. Hier, la simple idée d'une politique industrielle commune de l'Union européenne était totalement tabou. Il n'y avait que la France pour défendre cette idée-là. Et les Allemands nous riaient au nez et tous les autres membres de l'Union européenne nous riaient au nez. Aujourd'hui, ce tabou est tombé, comme le tabou de la défense européenne est tombé, comme le tabou, c'est important, de l'Europe sociale, parce qu'on l'oublie trop souvent. Mais il n'y avait pratiquement pas d'Europe sociale, de dimension sociale de l'unité européenne. Eh bien, il y a maintenant 3 semaines, peut-être même déjà un petit peu plus de 3 semaines, la Commission européenne, sans coup férir, a alloué 100 milliards d'euros au soutien du financement par les États membres du chômage partiel. Si ça ne s'appelle pas un premier pas, je ne dis pas définitif, je dis bien un premier pas, mais quand même d'ampleur vers l'Europe sociale, je ne sais pas ce que c'est. Alors les choses bougent considérablement. On parle dans le texte franco-allemand aujourd'hui de taxation minimale. Vous entendez? De taxation minimale. On parle de taxation équitable de l'économie numérique. On parle de commerce. Vous parliez, Léa, à l'instant, du libre-échange. On parle dans le texte franco-allemand aujourd'hui de commerce libre et équitable. Tiens, c'est tout à fait nouveau. Et je m'en réjouis, évidemment. Et il était temps, évidemment. Vous savez, moi, j'ai voté au Parlement européen contre la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, précisément parce que cet accord n'était pas du tout équitable. C'est vrai, mais il me semble que vous étiez le seul ou presque dans votre groupe, dans le groupe Renaissance, à ne pas l'avoir voté. Dans la délégation française, nous étions 2, c'est exact. Ouais. Oui, Pascal les autres l'ont voté. Ouais. Voilà. Manon les Aubry. autres l'ont voté, tout à fait. Oui, oui, mais remarquez, mais je ne vous dis pas du tout, Léa, ni que tout soit fait, ni que mes propres idées aient triomphé, ni quoi. Bien sûr que non. Mais regardons quand même l'ampleur du changement. Les règles de Maastricht, le plafond de l'endettement et du déficit budgétaire, qui était tellement dénoncé. Je n'étais pas le seul à les dénoncer, bien loin de là, mais je l'ai dénoncé. Évidemment, parce que c'était ma position. Bien, ces règles de Maastricht, non seulement ils ont été suspendues en 1 heure par la Commission européenne sans qu'aucune
pas même les Pays-Bas, sans qu'aucun des États membres ne proteste. Et maintenant, Madame Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, dit « Ouh là là, vous savez, il faudra revoir, je la cite, revoir et simplifier les termes du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire les règles de Maastricht, avant d'envisager de les rétablir. » Et en vérité, je vais vous le dire, Léa, personne n'envisage de le rétablir pour l'instant. Partageons la parole. Même question à vous, Manon Aubry. Est-ce que vous voyez se profiler ces changements de politique sur les règles de Maastricht, sur la politique commerciale, sur la politique industrielle? Est-ce que ça, vous sentez que c'est en train d'arriver ou pas? Pour être honnête, je sens un changement dans les discours qui ne se traduisent absolument pas en actes et finalement qui font perdre tout leur sens à la politique. Parce que si vous dites une chose et que vous en faites une autre, c'est normal qu'à la fin, on n'y croit plus. Et je vais vous donner des exemples concrets. On entend parler relocalisation. Tout le monde a déploré le fait que l'Union européenne était complètement dépourvue de compétences industrielles et qu'elle s'est retrouvée à la marge de la Chine. On était incapable de produire des masques. Je veux dire, des masques, c'est un bout de tissu sur le territoire européen et on était dépendant de la Chine. 80% de nos principes actifs des médicaments sont produits hors de l'Union européenne. Et ça, c'est la conséquence directe des politiques de libre-échange qui est une religion, qui est même une sorte de fanatisme au niveau européen. Et derrière les beaux discours sur la relocalisation, pas plus tard que la semaine dernière, un nouvel accord de libre-échange a été signé, pas encore ratifié, mais signé. Enfin, en tout cas, les négociations ont été conclues entre l'Union européenne et le Mexique. Continue dans le même temps des négociations avec le Mercosur. Donc on va continuer comme si de rien n'était les politiques d'avant. Pareil sur le pacte de stabilité et de croissance. C'est cette fameuse règle des 3%, au nom desquelles on demande des économies, notamment dans nos services publics et nos hôpitaux. On en a vu les conséquences. On a vu qu'en effet, il a été suspendu en 1 heure. Il a été suspendu en 1 heure et ça veut dire qu'il est inapplicable en cas de péril commun. Mais pour autant, c'est un outil qui va redevenir l'outil majeur de coordination des politiques économiques dans le cadre du fonds de relance que je mentionnais plus tôt. Vous voyez, cet écart entre les discours et les actes est franchement insupportable. Et donc, s'ils veulent être cohérents, qu'ils rétablissent notre souveraineté industrielle en soutenant nos industries en difficulté. Je pense à Luxfer, par exemple, à côté de Clermont-Ferrand, qui produit de l'oxygène à usage médical et qui a été abandonné en rase campagne par ses actionnaires. Qu'on mette une taxe aux frontières de l'Union européenne pour que nos marchandises cessent de faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre supermarché. Ça aura aussi une plus-value écologique, je pense, évidente. Allez, on file au standard, on nous attend Fadi. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute, Fadi. Bien, bonjour à tous les intervenants. Je suis content d'avoir entendu parler d'histoire parce que moi-même je suis professeur d'histoire et je me permets de rappeler à Monsieur Guetta qu'en 1992 déjà les socialistes avaient dit et après l'adoption du traité de Maastricht, c'est maintenant l'Europe sociale. Or, entre 2011 et 2018, la Commission européenne a annoncé, elle a sommé à 63 reprises les États de réduire leurs dépenses de santé. Donc l'Europe de la solidarité, c'est ça. Mais ma question, elle va plutôt à Madame Aubry, qui justement défend l'idée d'Europe sociale, d'Europe de la solidarité. Comment compte-t-elle faire justement dans ce cadre où la Commission européenne ne cesse depuis des décennies, et je dis bien des décennies, de réduire tout ce qui correspond à l'Europe de la solidarité, qui n'est certainement pas celle d'ailleurs au passage de Monsieur Schuman, puisque Monsieur Schuman, le 9 mai 1950, son texte, il était surtout tourné dans une logique de libre-échange. Donc ma question, c'est comment compte-t-elle faire? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le programme de la France Insoumise qui en réalité pousse à sortir de l'Union européenne? D'accord. La question donc pour une vraie politique de solidarité, la question de la sortie de l'Union européenne. Manon Aubry. Alors, je me permets de préciser, le programme de la France Insoumise ne pousse pas à sortir de l'Union européenne. Il pousse à refuser cette Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais nous, on est profondément pour une coopération entre les peuples, mais sur des bases fondamentalement différentes. L'Union européenne s'est construite, je pense, sur 3 dogmes. L'austérité budgétaire que vous mentionnez, la concurrence libre et non faussée, qui notamment a sapé notre tissu industriel,
et le libre-échange dont on parlait tout à l'heure avec la multiplication d'accords de libre-échange. Eh bien, ces 3 dogmes, je pense qu'il faut les jeter à la poubelle. Ils ont montré à quel point ils étaient inefficaces, à quel point ils nous mettaient en danger, et refonder sur de nouvelles bases qui nous permettent de donner un véritable sens à la solidarité. Alors oui, vous allez me dire comment on fait, c'est des beaux discours, etc. Nous, on essaie toujours d'être pragmatique et concret. Là, on a une opportunité unique de s'attaquer aux traités européens. On voit très bien que les traités européens sont au cœur du problème. Par exemple, ils nous empêchent d'utiliser, de mettre à profit la Banque centrale européenne pour qu'elle prête directement aux États membres. C'est interdit dans les traités européens. Eh bien, cet article, par exemple, mériterait d'être changé pour que l'Union européenne et à travers sa Banque centrale européenne puisse prêter directement de manière perpétuelle aux États membres. Voilà une opportunité unique que nous devrions saisir. Et je vais même plus loin. Je pense que cette solidarité, si l'Allemagne, si les États radins, entre guillemets, du nord de l'Europe n'en veulent pas, alors il faudrait pouvoir la faire avec ceux qui en veulent. On a vu par exemple que l'Espagne a fait des propositions intéressantes au cœur de cette crise, avec l'Espagne, avec l'Italie, et je pense que ça peut avoir une force d'attraction par des petites formes de solidarité parallèles pour refonder le cœur même de l'Union européenne qui a montré tous ses dégâts. Rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, Bernard Guetta et Manon Aubry. Bernard Guetta, à la faveur de l'épidémie, la question de la souveraineté, du nationalisme et des frontières est revenue en première ligne, même à gauche. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous rassure ? Non, ce qui me rassure formidablement, parce que j'y aspirais depuis longtemps et que nous étions évidemment très nombreux à y aspirer depuis longtemps, c'est que l'idée de souveraineté industrielle, de souveraineté politique, de souveraineté en matière de sécurité est aujourd'hui en train de s'imposer. Mais vous savez, même avant la pandémie, quand nous sommes arrivés, nous les nouveaux députés élus au Parlement européen, comme nous y sommes arrivés en septembre, moi, j'ai été stupéfait dans les discussions avec mes collègues des autres groupes, des autres pays, etc., de voir que la politique industrielle, la défense, l'affirmation politique de l'Union européenne, ce n'était plus du tout chose taboue dans les discussions au Parlement européen et en vérité dans les différentes capitales européennes. J'étais il y a 2 mois à Varsovie. Je discute avec un très important ministre du gouvernement. Je discute pas comme journaliste, je discute comme député européen de la Commission des Affaires étrangères. Et je lui dis, mais monsieur le ministre, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait augmenter les capacités militaires communes de l'Europe? Et il me coupe en me disant, mais enfin monsieur Guetta, évidemment, c'est un Polonais qui parle, un atlantiste incroyable, évidemment monsieur Guetta, qu'il faut une défense européenne. Les choses bougent considérablement aujourd'hui. La parole à Manon Aubry, même question sur la souveraineté, nationalisme et frontières. 1 minute Manon Aubry, ce sera la dernière. Je vous promets de relever le défi. Je pense que la souveraineté, c'est pas un gros mot. C'est reprendre en main notre destin. Reprendre en main notre destin, par exemple, contre le libre-échange, contre le transfert artificiel de bénéfices et l'évasion fiscale, contre le dumping social et écologique. Et pour ça, des frontières sont utiles, mais c'est des frontières sans repli nationaliste. C'est des frontières, au contraire, pour se protéger socialement et écologiquement, parce que si on fait face à un prochain péril, en plus du péril sanitaire, c'est bien un péril écologique, et pour ça, les frontières seront bien utiles, et reprendre en main notre destin nous permettra enfin, et je le souhaite, de voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Eh bien, merci à tous les deux. Utile et riche débat entre vous, Manon Aubry, vice-présidente du groupe Gauche Unitaire au Parlement européen, et vous, Bernard Guetta, membre du groupe Renaissance. Merci à tous les deux.